Salut, c'est encore nous donc pour cette troisième partie de Arteg. Pour vous rappeler juste un peu ce que c'est Arteg. Arteg, c'est un événement qu'on pensait créer en public pour Montpellier Industrie Culturelle et Créative avec la métropole de Montpellier. On le fait finalement sur Internet, ce qui est très très bien aussi. On est dans les studios de l'ESMA, qui est également partenaire de l'événement, des très jolis studios. Et voilà, c'est un événement qui a été imaginé par Laurent Michaud, Suzy Wilson et moi-même. Et maintenant, je vous présente nos deux invités qui sont Jean-Mac. Là, il est là, Jean-Mac. Okay. Je vais me tourner vers Bastien et Bastien Grivet. Enchanté. Je vais peut-être commencer par te présenter, Bastien. Donc toi, tu es ta société, c'est Wardenlight Studio. C'est ça. C'est un nom compliqué comme ça. Ouais. Wardenlight Studio. Studio. Ok, voilà, on va y arriver. Et donc tu fais. Comment on peut d'ailleurs définir ton métier réellement? Comment tu te définis toi-même? On fait des dessins. Voilà. C'est aussi simple que ça. On fait Mais des dessins spéciaux. Des dessins spéciaux, du concept art, du développement visuel. C'est vraiment pour... c'est ce qui vient en fait avant que toutes les grandes choses sur un film soient faites, à part le scénario. C'est-à-dire que nous, on va mettre en image ce que des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs ont en tête afin de créer ce qui va apparaître dans le film, dans le jeu vidéo, la publicité, n'importe quoi. Ok, super. On décide. Et là, vous avez travaillé avec donc des grosses sociétés comme Blur, Netflix, Warner Bros, Sony Pictures, notamment pour le film Spider-Man. Ça marche pas mal pour vous? C'est plutôt cool. Non, c'est très bien. C'est très bien. On est très contents. On se sent vraiment chanceux de travailler avec tous ces gens-là. Et là, oui, effectivement, justement, là, c'est pas fini parce que on travaille avec Netflix Animation beaucoup ces derniers temps, Nickelodeon aussi pour la prochaine série animée Star Trek. Donc le monde de l'animation, là, nous appelle beaucoup ces derniers temps, bizarrement. Et donc du coup, oui, non, ça marche plutôt bien. On est très contents. Oui, Montpellier, précisément Montbazin, petit village. Pas loin en fait. Ouais, on est plutôt du côté de Montbazin ici. Ouais, voilà. Peut-être on va regarder un petit extrait de ce que vous pouvez faire. Alors, on l'a pas choisi ensemble du coup parce que voilà, tu m'as pas rappelé hier. Je fais confiance. Je sais pas si tu as eu mon message. Ah merde, ouais, tu devais me rappeler hier. C'est pas grave. On regarde l'extrait. Voilà, et du coup, Bastien, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 secondes ce qu'on vient de voir? Là, en fait, c'était une petite explication de processus de création. Alors, sans vraiment rentrer dans les détails, mais montrer un petit peu les étapes que j'utilise ou qu'on utilise à Wardenlight Studio. Qui sont par exemple de démarrer avec des modèles 3D parce que actuellement, comme on disait, à l'époque on prenait un crayon à papier, on faisait un concept et puis si tout allait bien ça marchait. Là actuellement on peut utiliser la 3D afin de pouvoir choisir des angles de caméra différents, d'être beaucoup plus souple dans le choix justement du cadrage et donc du coup ça montrait que on pouvait utiliser justement la 3D afin d'être une base pour des couleurs, des matières et après on vient dans Photoshop, on colle par-dessus des photos. On dessine des effets et on rajoute des vaisseaux et puis à un moment on regarde l'image, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, puis après on rajoute quelqu'un au premier plan histoire de dire c'est bon, il y a un sujet et puis voilà ça fait des chocs épiques et donc du coup voilà cette vidéo là était pour montrer un petit peu le process de A à Z de notre processus créatif. Vous faites des prévis aussi sur certains projets? Pas du tout. Ni storyboard, ni quoi que ce soit. Nous, vraiment, c'est des images. On est vraiment spécialisé dans l'image finie, en fait, dans le keyframe artwork, qui va définir une scène bien précise d'un film ou d'un jeu vidéo.
En fait, c'était ça. D'accord. Tu as dit des chocs épiques ou des chocs à pic? Les deux. C'est très bien. C'est vrai, je vais les garder. Ouais, c'était étonnant. Donc, si on doit parler aussi de... Donc, toi, tu es suisse, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et donc, comment ça se passe pour toi à Montpellier, justement? Vous êtes content d'être là? Oui, ça fait 12 ans qu'on est là. Donc justement avec ma femme, ce qui est justement la cofondatrice du studio avec moi, qui est plus précisément la boss, à qui je fais des gros bisous. On est arrivé de Suisse justement il y a à peu près 12 ans. Et donc du coup, moi j'ai été engagé au studio Ubisoft Montpellier pour démarrer. Puis après, je suis parti du studio pour démarrer un petit peu ma carrière un peu tout horizon. Mais je suis resté à Montpellier. Parce qu'en descendant du train, en découvrant la ville, j'ai dit ok, je veux habiter là et puis je ne bougerai plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, on a voyagé un peu partout, mais Montpellier, on s'est dit c'est là qu'on reste, c'est là qu'on veut vivre. Et là maintenant, vous continuez par rapport aux autres gens qui travaillent dans l'animation, etc. Vous voyez, vous rencontrez? Oui. Alors, de l'époque glorieuse où on pouvait encore prendre un avion... on a eu la chance, justement après Spider-Verse, on a eu la chance de pouvoir faire une sorte de petite tournée mondiale de promotion du film pour expliquer à des écoles un petit peu partout dans le monde de comment on avait travaillé, en fait, comment on avait créé ce qu'on a créé. Et donc du coup, ça nous a permis d'atterrir à Los Angeles et de rencontrer tous nos clients, en fait. Et on s'était dit que sur une base d'une année sur deux ou tous les ans, on irait voir justement ces gens-là et être au plus près des gens parce qu'on s'était dit que c'était vraiment génial ces rencontres qu'on a faites. Et donc du coup, on va réitérer l'exercice assez souvent. Et ma question, c'était aussi à Montpellier. Vous voyez Ah oui, ouais. Oui, on voit... J'adore Los Angeles, hein, c'est pas la question, mais... Non, j'aime beaucoup, je préfère Montpellier, hein, pour des raisons évidentes de saucisson pinard. Mais disons que oui, on a un noyau d'amis à Montpellier qui est très solide et auquel je tiens énormément. Et pour nous, c'est vital, justement. C'est des amis professionnels ou amis? Les deux. Okay. Justement, les gens qui travaillent actuellement avec nous pour Netflix Animation, c'est des amis qui avant étaient des élèves de ma masterclass, qui sont arrivés à Montpellier, maintenant qui habitent aussi à Montbazin. On a quelqu'un qui est anciennement de Montpellier, Lena Sayafoum, qui travaille pour nous en character design, qui est à Vancouver. Donc Montpellier, c'est une sorte pour nous de petit centre du monde où... Même Montbazin, quoi. Ouais, exactement. Une communauté. Exactement, voilà. D'accord. Ça va être le village artistique. Bon, super. Merci beaucoup. On reviendra vers toi plus tard sur notre thématique. On va passer à Jean-Mac. Jean-Mac, tu es le gérant de Matfilm, donc une société de production plutôt animation, mais pas seulement, aussi de films... avec de l'image réelle. Hein, ouais, plutôt effets visuels, quoi. Beaucoup d'effets visuels, un peu d'animation. D'accord. Dire, parce que voilà, c'est par rapport aux séries qu'on a fait pour Arte, à chaque fois on a un grain pour Point de Repère qui a un grain d'animation, mais pour le coup, il y a quand même beaucoup plus d'effets visuels que d'anime. D'accord. Et si tu dois du coup raconter un peu toi l'histoire de Matfilm justement à Montpellier. Mais c'est un peu comme toi en fait. Tu vois, j'ai voyagé un peu à droite à gauche dans différentes villes pour les études et quand je suis arrivé à Montpellier, je me suis senti chez moi, quoi. Je me suis dit jamais plus je bougerai d'ici parce que c'est une ville qui est magnifique. On s'y sent bien. Ouais, on se sent bien. Voilà, c'est vraiment il y a une énergie qui est super. Donc on a créé avec Pierre Lerguet-Muller Matfilm, donc la boîte de production, et aussi un studio d'effets visuels qui s'appelle Corsair VFX et qui est aussi à Montpellier, du côté d'Agropolis. Et puis là, maintenant, on développe en faisant l'ensemble de nos images soit des séries, soit un long métrage qui est en développement actuellement. Et on fait tout ça ici, quoi, en essayant de faire venir, y compris les comédiens, si on ne trouve pas les comédiens qui nous conviennent. En particulier ceux qui parlent une autre langue que le français, on essaye de les faire venir ici pour faire vraiment 100% du truc ici à Montpellier. Super. Est-ce qu'on peut voir justement un petit trailer d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler ? Avec plaisir.
Voilà, en fait, c'était finalement une bande-annonce de Point de repère qui est votre hit, on peut dire. Exactement. On en est à la combienième saison? On a fait 3 saisons. On n'est pas à l'abri, on espère d'ailleurs, on va lancer une 4e. On est en train de voir écarter si on peut trouver un créneau, puisque là, le créneau est pris par notre nouvelle série qui s'appelle Déclic. Donc on a décidé de ne pas nous concurrencer nous-mêmes. Si on doit résumer peut-être très rapidement Point de repère, le principe c'est? Alors le principe c'est un petit grain de sable qui par un jeu de domino déclenche des énormes changements au niveau des civilisations. C'est à travers vraiment l'ensemble du temps, hein. Ça peut être de Alexandre le Grand jusqu'à Tchernobyl ou Cuba, donc des choses assez proches. Et voilà, le but premier est de montrer que tout le monde peut être acteur, puisqu'un petit grain de sable peut tout changer, et aussi d'essayer de voir ce qui s'est passé au niveau du passé pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs actuellement. Et d'accord. Et en plus là, vous êtes sur si je me souviens bien, je connais un peu le sujet, vous êtes sur un processus de création qui est assez malin en fait, avec Point de repère. Oui, on fait un peu d'animation. Enfin, donc il y a de l'animation, comme on voit, hein, le grain, et c'est de l'anime. On a beaucoup d'effets visuels, et à chaque fois, effectivement, on a les comédiens qu'on met en nombre, sur fond vert, et après on les met en nombre chinoise, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'action, pas sur les comédiens. Et c'est vrai qu'aussi, en termes de coût, ça nous permet d'avoir des images à haut effet visuel, avec un coût qui reste un coût série documentaire, quoi. Et sur votre nouveau projet, donc de 2080, là on est plutôt donc c'est pas le nom, hein, 2080. 2080 si, c'est 2080 nos futurs. Nos okay, futurs, voilà. Avec nos au pluriel, futur avec un S, vous voyez le jeu de mots. Ah ouais, magnifique. Génial. Et donc là, on a un peu déjà spoilé le concept quand même là, non? Mais en fait, oui, disons qu'au départ, on voulait faire une série qui soit interactive. C'est-à-dire qu'on se disait avec Netflix, tout ça, ça peut peut-être le faire. Donc, c'est-à-dire le spectateur qui choisit son futur. Il a plusieurs possibilités, il choisit, et après il voit ce que ça donne, mais avec des prospectives rigoureuses, hein, c'est-à-dire voilà, des futurologues qui disent voilà, la probabilité, si on part là-dessus, que ça donne ça ou ça. Mais finalement, avec notre vendeur international et notre coprod, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué d'avoir beaucoup de plateformes, même les Chinois n'ont pas encore la plateforme interactive et tout, donc on arrive un peu tôt. Donc du coup, on va faire 6x52 plus classique, avec des perspectives les plus intéressantes possibles, mais là encore, pour montrer ce qui peut se passer. C'est pour contrer le pessimisme ambiant, parce que écoutez, tout ce qui se passe actuellement, on va prendre 40 degrés, on va crever, ça va être horrible, alors que ce n'est pas le cas. Mais il y a effectivement des décisions importantes à prendre dès maintenant, et c'est ce que chacun doit faire. Et là, vous allez le faire avec quel processus visuel en fait? Alors, c'est des prises de vue réelles cette fois-ci. Donc, effectivement, là, on verra davantage les effets visuels, hein, quand on le voyait dans Point de repère, même s'ils y étaient. Là, c'est prises de vue réelles. Ensuite, effectivement, on a un workflow qui nous permet aussi d'arriver à mettre à l'intérieur d'un budget, on va dire, de 2 millions, 6 x 52 minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut être malin à la base et penser les effets visuels dès le début, quoi. Voilà. D'accord, mais il y aura toujours beaucoup d'effets visuels ou un peu moins cette fois, hein. Quand tu dis ça en prise de vue réelle, ça veut dire que ça va être un mix entre les deux? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, si on avait vu la bande-annonce, par exemple, on voit un joueur de football américain, sauf qu'à la place des bras, il a des prothèses et des jambes. Donc on voit quelques images de football américain avec des prothèses, histoire de voir de parler du transhumanisme, ce genre de choses. C'est l'un des épisodes. Et donc du coup, voilà, ça oblige à avoir des effets visuels de haute qualité. Donc il faut les faire, parce que parfois un effet visuel entre un plan et un autre, c'est un coup de 1 à 10, et à l'arrivée le spectateur va pas voir la différence. Donc dans ce cas-là, autant prendre le coup 1, vous voyez. C'est une nécessité lorsqu'on veut quand même faire une série documentaire. Et question un petit peu orientée, est-ce que vous allez faire attention à l'esthétique dans cette série? Depuis le début, en fait, Point de repère, je trouve que c'est une série très esthétique, et c'est fait exprès. C'est en fait le but, que ce soit de Point de repère, de 2080, de Déclic, c'est de faire revenir dans le documentaire des spectateurs qui ne le regardent pas obligatoirement, qui n'aiment pas parce qu'ils se disent je vais voir des images en noir et blanc avec de l'INA, etc., etc. Et donc là, en fait, le but, c'est d'avoir un grain jeu vidéo, un grain blockbuster entre guillemets, un grain qui fait que en voyant les images, ces spectateurs-là, les 15-35, les 15-40, les gamers, se disent c'est ma cam, ça a été fait pour moi. Et c'est vrai, ça a été fait pour eux. Après, voilà, tout le monde a envie d'apprendre.
je pense. Mais il y en a qui sont prêts à le faire si jamais l'esthétique est telle qu'ils ne s'ennuient pas, quoi. Ça crée un lien émotionnel en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et d'entrée, ça leur parle par rapport aux images qu'ils croisent quand ils jouent, par exemple. Toi, Bastien, tu t'en fous un peu de l'esthétique, j'imagine? Ouais, non, c'est pas ma cam. Non, au contraire, mon Dieu, c'est la base de tellement de choses pour nous. C'est même la base de tout en fait, parce que nous, la façon dont on aborde l'esthétique, en fait... Tout à l'heure, c'était la narration qui était la base de tout. Maintenant, c'est l'esthétique. C'est marrant comme alors... les priorités. Oui, alors attention, je vais dire plein de gros mots. Oui, voilà, exactement. Je vais dire plein de gros mots. Non, dans un sens, justement, on s'est toujours demandé au studio, ou même avec parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques petites masterclass devant des élèves fabuleux, qui avaient toujours cette question, justement, comment arriver à achever en fait quelque chose soit de beau, ou en tout cas d'esthétiquement concret. Et c'est toujours la question qu'ont souvent les étudiants, justement, c'est comment arriver à une certaine forme d'esthétique complète et harmonieuse. La seule chose, c'est qu'ils oublient toujours que derrière l'esthétisme, en fait, qu'il n'est juste la pointe de l'iceberg, en fait, on ne peut rien faire sans l'inspiration et l'affinité. L'affinité, l'amour qu'on a pour les choses qu'on voit. Et les gens se demandent comment créer de l'esthétique, mais ils ne se demandent pas comment renforcer ou affiner leur affinité. Et ça, c'est un gros problème. Je donne un exemple tout bête, par exemple, justement, quand moi je vais au cinéma, j'y vais avec des amis, par exemple, qui sont du métier. C'est insupportable. C'est insupportable parce qu'on va voir un film et la première chose qui se passe dès qu'on sort du film, c'est j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé le truc. Voilà. Alors moi je dis tais-toi, ferme ta bouche pour les siècles à venir. Et je vais plutôt chercher à axer qu'est-ce que tu as aimé? Moi, j'ai aimé ça dans ce film, ça m'a donné tel frisson, tel truc. Alors, bien sûr, je dis pas que je suis aveugle à ce qui marche pas, je vois ce qui a marché, et donc, du coup, on va tourner la discussion là-dessus. Et autour de la table, on passe de ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est pas bien, c'est pas bien, ah, mais moi, j'ai aimé ça, ah, mais ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et on se base plus sur les problèmes, on se base sur les solutions. Et de ces solutions, finalement, on va créer de l'inspiration. Et plus l'inspiration, elle est motivée par l'amour de ce qu'on a vu, par les choses qu'on aime, qui nous font réagir, je pense qu'on arrivera à beaucoup mieux affiner l'esthétique qu'on veut rendre dans nos dessins. Moi, je dessine personnellement ce que j'aime voir. Quand je fais de la musique, je fais ce que j'aime entendre. Quand je cuisine, je fais ce que j'aime bouffer. Enfin, je veux dire, je vais pas, voilà, j'ai trouvé ça dégueulasse au resto, je vais faire la même chose ce soir. Ça ne marche pas. C'est pareil, je dis aux étudiants, si vous vous focalisez que sur les choses que vous n'aimez pas, quand vous allez créer, vous allez voir que des barrières, en fait, que vous contournez tout le temps. On appelle ça un filet. Et un poisson dans un filet, il fait quoi? Il a l'air con. Et donc, du coup, il faut se baser sur ce qu'on aime. Vous aurez plus des barrières, vous aurez que des marches sur lesquelles élever votre sens de l'esthétisme, en fait. Et soyez attentifs aussi à ce que les autres autour de vous aiment. Spider-Verse, c'était le résultat d'une tonne d'amour, réellement d'une tonne d'affinité. Je sais pas si tu as vu, Luc, Spider-Verse, c'est excellent, hein. Le film il est fabuleux. Alors non, je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que j'aurais beaucoup aimé. Enfin, c'est sympa. Il y a plein de choses que j'aurais aimé dedans et de toute façon, j'aurais pas dit ce que je n'aimais pas parce que j'aurais plus le droit de le dire. C'est fini, non, c'est fini. Je veux pas savoir. Ouais. Ah, il est vraiment exceptionnel, c'est une réussite totale. Jean, toi, c'est du coup beaucoup avec ton complice Pierre, Lergenmüller, qui est d'ailleurs un ancien de l'ESMA, que vous réfléchissez à ces projets. Ça se passe comment le processus de création justement sur la direction artistique justement Alors tout dépend quand c'est Pierre, par exemple, là, point de repère, c'est Pierre qui est à la base du projet, donc c'est lui qui réalise, c'est lui qui est artistiquement a développé ce genre de choses. En plus, Pierre, au niveau effet visuel, c'est vraiment un tueur, quoi. Il est vraiment excellent. Donc c'est vrai que on va se poser autour d'une table, on va voir ce qu'il veut pour y arriver. Généralement, il arrive avec pratiquement toutes les solutions, donc c'est très facile pour nous. Et après, nous, si en termes de prod, eh ben, on va voir ce qu'il nous faut à telle date pour ensuite... Là, je pense surtout justement sur la patte artistique que vous avez donnée au projet, au niveau justement l'esthétique justement du projet. C'est quelque chose que vous réfléchissez ensemble, vous l'avez tout de suite comme ça? Ça dépend. Par exemple, à point de repère, non, je vais le laisser faire puisque d'entrée, il a le truc. Ça permet d'avoir un budget qui tient la route. Je ne vais pas aller rajouter des problèmes, c'est pas nécessaire d'en avoir. Après, si c'est un projet que lui ne réalise pas, là, après, à partir de là, on va, avec le réalisateur, faire des réunions pour voir si ça peut tenir dans le budget, si ça peut passer, si ce que veut le réalisateur à la base,
dans le meilleur des mondes, ça peut arriver financièrement. Sinon, on va essayer de trouver des solutions alternatives, on va lui proposer, on va voir si ça peut passer. Tout est fait pour, en amont, connaître les difficultés, y compris celles des effets visuels, pour qu'on puisse avoir le meilleur résultat possible, esthétiquement aussi. Justement, c'est un équilibre. Est-ce que vous n'êtes pas parfois obligé de faire moins beau pour rentrer justement dans cette forme d'équilibre, justement? Ça doit être frustrant. Il y a toujours une part de... J'ai le droit de parler de frustration. Ça peut être frustrant si on le prend de cette manière-là. En fait, il vaut mieux voir les choses comme étant ensuite, tiens là, je suis bloqué, mais en faisant fonctionner les méninges, on va réussir à avoir un truc, on va contourner. Et là, on va se dire, putain, c'est cool. Enfin, on va trouver, il fallait pas dire ça, mais zut, c'est cool. Et on va trouver des solutions qui vont, être vachement, qui vont donner plein d'énergie pour la suite. Et à partir de là, on va pouvoir, le fait que dans n'importe quel projet, on peut toujours trouver des solutions, il faut juste chercher suffisamment. En pensant ça, on y arrive et on trouve quelque chose qui convient finalement à tout le monde. Et quand on a trouvé ça, quand on a trouvé la base, les fondations avec lesquelles on peut faire le projet, là, on est vraiment, vraiment content. Donc, c'est plus une question de... c'est un jeu finalement. À la base, on sait qu'on va avoir ça comme difficulté, mais on sait aussi qu'on va y arriver. Après, et il faut trouver quelque chose qui plaît à l'ensemble des parties, quoi. Et Bastien, juste du coup, pour avoir aussi une idée de comment vous procédez en fait quand vous créez, si vous êtes un binôme, il y a d'autres gens qui viennent, oui. Vous avez un troisième œil qui vous donne un avis. Comment ça se passe? Moi, le troisième œil, c'est Jessica, tout le temps. Jessica Rossier, justement. Ma compagne est la patronne du studio. On est toujours les deux. C'est toujours nous deux à la base. Donc, elle gère aussi les projets, justement. Elle fait les plannings. Et elle va avoir un œil extrêmement critique sur la créativité parce qu'elle est un peu directrice créative du studio. Et donc, du coup, on va toujours faire en sorte d'avoir une sorte de ping-pong créatif entre les deux. Une sorte de garde-fou, en fait. Et j'en suis venu maintenant même au moment où je ne vais pas publier un artwork ou proposer quelque chose au client sans avoir eu sa validation. Et on fait comme ça l'un pour l'autre. Donc là, le binôme comme ça marche extrêmement bien. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Et on a justement... Après, on a des gens avec qui on travaille. Et là aussi, c'est la clé. Les gens avec qui on travaille... Tu n'envoies jamais un dessin à ta mère, par exemple, pour avoir un avis? Si. Particulièrement à mon frère, parce que c'est le plus violent. On va dire. Il est violent parce que lui, il n'y a pas de filtre, c'est bien, il fait mal. Donc, des fois, ça fait juste du bien d'avoir... quand on a trop la tête dans le guidon. Mais, oui, de temps en temps. Mais non, mais par contre, c'est vrai que, par exemple, quand on va travailler avec des gens, justement, nos collaborateurs les plus proches, on va faire en sorte de voir leur état d'esprit. Est-ce qu'il justement il va dans cette condition de est-ce que c'est des gens qui sont prêts à trouver des solutions exactement, qui vont se focaliser sur le comment transformer la chose pour que je l'apprécie justement, pour avoir une affinité sur le projet, peu importe la direction que ça prend. Il y a des fois, peu importe la direction, des fois je vais pas dire que je suis un peu ascendant teckel, mais pas tout le temps. Et donc du coup, il faut quand même trouver le moyen de contourner ce problème et de trouver la solution. Et la solution, c'est justement, j'aime cette nouvelle idée, elle va être super esthétique et tout ça. Et on fait attention que nos collaborateurs, justement, ils sont dans cette même démarche, cette même état d'esprit. Et c'est comme ça qu'on fonctionne justement avec les gens avec qui on travaille. D'habitude, c'est toujours juste Jess et moi. Et on a le même fonctionnement depuis des années. Ça fait un petit moment, donc... Ouais, à ce niveau-là, c'est... Est-ce que tu as peur à un moment de perdre un peu ce... si, je l'ai déjà perdu. Il y a des modes oui. Dans le monde de l'animation. Alors, il y a des modes, il y a des moods, il y a des art blocks. Moi, j'ai déjà été bloqué dans la créativité. Enfin, la page blanche, ça arrive, c'est normal. C'est impossible de ne pas avoir ces up and down comme ça. Il faut très vite s'en sortir de ces choses-là. Alors moi, je me replonge dans ce que j'aimais étant enfant. Je vais me regarder Jurassic Park, Star Wars. Je vais me refaire une espèce de dose nucléaire de motivation. Je vais écouter la musique que j'aimais quand j'étais gamin. Je vais retourner dans le petit cocon matriciel de base. Je m'isole, je dis désolé, je reste sur le canapé, je vais regarder des trucs débiles. Et avec un peu de chance, et en général ça arrive tout le temps, en tout cas pour moi ça marche, le fait de reconnecter avec totalement autre chose qui soit était de ma base ou soit un autre passe-temps, que ce soit la musique ou faire de la moto par exemple, ça détend, ça m'aide à sortir de ce genre de situation qui justement m'empêche de créer l'harmonie nécessaire afin de créer une esthétique sur quoi que ce soit en fait. Donc, par contre, voilà, quand on est payé à faire ça, il faut que ce soit très vite. Il faut que ça aille vite. Parce que si on est pendant 6 mois dans un blocage, à
Alors avec l'expérience, on voit qu'on passe en pilote automatique dans le cerveau. Donc ça va, on se pose là-dessus. Mais sinon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Bon, ça se sent quand on ne fait pas les choses. Bon, nous, il faut qu'on aille vite aussi. Je suis désolé puisque c'est fini. Voilà, on va clore ce troisième entretien donc de live stream d'Arteg. Et donc, je vais remercier déjà nos invités. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc, nous allons passer à la thématique suivante qui va s'afficher devant vous dans 5 minutes. À tout de suite.